Sandrine Trainer, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Beaucoup. Vous êtes la directrice de France Culture, une des radios du groupe Radio France, la culture. Tout d'abord, que vous inspire la nomination de Françoise Nyssen, éditrice de grand talent, à la tête du ministère de la Culture? Alors, c'est sans doute pas là que je serai la plus originale. Ça m'inspire beaucoup de confiance. D'abord, moi, avant la radio, j'ai fait de la télévision, je m'occupais d'une émission quotidienne où j'étais la coproductrice, qui était Un livre un jour. Oui. Ma vie avec la littérature, c'est une vie quasiment depuis toujours. C'est de là dont je procède. Certaines de mes prédécesseurs sont plutôt arrivés du cinéma ou plutôt de la scène. Vous, c'était plutôt la littérature. La littérature, donc vous connaissez Actes Sud, évidemment, vous la connaissez, c'est une grande joie, non seulement elle, mais ce qu'elle représente, ce qu'elle a produit, les auteurs qu'elle a défendus. On a été très fiers à France Culture, juste après la nomination, l'élection au prix Nobel de littérature de Svetlana Alexievitch, d'avoir l'honneur de faire la grande soirée au théâtre de l'Odéon avec elle, et puis les auteurs d'Actes Sud, de Mathias Sénard à Jérôme Ferrari, ça c'est pour citer les Goncourt, mais des femmes aussi, une littérature, elle a beaucoup publié d'auteurs d'Alice Ferney à Nancy Houston. Enfin, je veux dire, c'est une grande maison, et c'est une grande maison très ouverte qui a toujours laissé une très grande place à la littérature étrangère, et pas uniquement à la littérature française, mais aussi aux essais, au monde arabe. Son père, il dirigeait une collection qui continue à exister sur ces domaines-là. Donc vous êtes absolument ravi de la nomination. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la culture, et qu'elle ne connaît pas, comme vous le savez, que la littérature, mais aussi le cinéma, les arts plastiques. Exactement. Elle n'est pas installée à Paris. Par ailleurs, c'est un bon signe. Parlons culture. Donc France Culture a atteint son record historique d'audience, 2,4% d'audience cumulée entre janvier et mars. C'était la période électorale aussi. Vous avez réussi à faire rimer politique et culture ? Quand France Culture va bien, quand France Culture va au mieux, c'est à la fois une nouvelle qui concerne les médias, et puis c'est aussi une nouvelle qui concerne la société française. Et la manière dont elle-même évolue, ce que les gens demandent, attendent, qu'on leur propose. Donc, en l'occurrence, effectivement, je crois que France Culture a réussi à être très en phase avec cette campagne, parce que c'était une campagne, au fond, qui d'un côté était agitée par tout ce qu'on a su, les soubresauts, les scandales, etc. Et ça, vous n'étiez pas tellement là-dessus. On n'était pas du tout là-dessus. Vous n'étiez pas du tout là-dessus, vous étiez plus sur si ce n'est dans les journaux d'information. Mais en revanche, c'est aussi une campagne qui a été extrêmement puissante en matière d'idées, d'évolution des clivages politiques, idéologiques, culturels, où la question entre les patriotes d'un côté et les mondialistes de l'autre, posée comme ça par la candidate du Front National, reprise tout à fait autrement dans le domaine des idées, a été évidemment... Donc vous avez mis votre pierre à l'édifice. Il y aura des changements de grille à la rentrée, ou vous avez trouvé la bonne formule, dirais-je ? Non, je pense qu'on a depuis un an complété sur la grille de France Culture des choses qui manquaient. Il manquait une grande émission sur les sciences. Nous l'avons désormais depuis septembre. C'est Nicolas Martin qui fait ça tous les jours à 16h. Il nous manquait une grande émission sur le patrimoine littéraire international. Nous l'avons aujourd'hui désormais à 15h avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Donc je crois que dans les grandes structures, la grille de semaine, elle est posée. Vous avez une matinale avec Guillaume Erner et qui fonctionne bien. Absolument. Et avec un matinalier qui est très identifié d'une proposition alternative. Voilà. Et l'alternative, c'est au fond ce que fait France Culture, c'est-à-dire non pas regarder d'autres sujets, mais les regarder autrement, à l'aide d'autres outils. On n'est pas dans le commentaire, on est plutôt dans l'analyse, on est plutôt dans l'approfondissement, et notre matinale se caractérise par le fait que, grosso modo, 70% des invités que nous recevons le matin sont des chercheurs, pas uniquement des intellectuels, c'est un drôle de mot, intellectuel. On se déclare aussi intellectuel, mais des chercheurs, des gens qui ont... qu'on ne retrouve pas sur les plateaux des autres, à la fois radio et télé. Et des gens qui parlent non pas du point de vue de leur opinion, mais du point de vue de ce qu'ils savent qui a forgé leur autorisation à s'exprimer sur la scène publique.
Qu'est-ce qui reste à compléter? Il faut des nouvelles voix. Alors d'abord, est-ce que vous allez continuer sur la politique? Alors, comme vous le savez mieux que quiconque, les médias la radio en particulier, sont des corps très vivants. Donc ce sont des corps qui se transforment. Ouais. Donc on a toujours envie de continuer à travailler. Vous savez, en fait, une fois qu'on sait ce que l'on veut faire, qu'on est très clair sur l'identité, le positionnement de ce que l'on produit. Donc chez nous, en gros, la vie des idées, de la création et des savoirs. On peut dire ça comme ça. Alors on peut continuer à changer, en fait. On peut continuer à bouger, on peut accueillir des nouvelles voix. Je veux dire, cette année, par exemple, ça a été un bonheur de voir arriver en janvier, de proposer et qu'il arrive à Jean-Christophe Ruffin, par exemple, de venir faire une émission sur France Culture. Ça fait partie de ce qui fait bouger le corps de la radio. Vous avez donc une ligne directrice et vous allez faire vivre avec des nouvelles voix. Le week-end qui n'existait pas, par exemple, cette année. Il y a des nouvelles voix, il y a des noms qui peuvent arriver à la rentrée? Il y aura sans doute des noms qui arriveront à la rentrée parce qu'on aura sans doute peut-être aussi la surprise de voir des gens qui bougeront. Vous savez, comme vous avez pu remarquer, effectivement, ça bouge ces temps-ci. Alors, Mercato, ça bouge beaucoup. Laurent Guimier, dernier acteur du Mercato. C'est pas le Mercato, Laurent Non, mais il vient d'être nommé à la place de Frédéric Schlesinger, qui lui est parti chez Europe 1, pour mettre en œuvre au sein de Radio France ce qu'ils appellent le Média Global, ce qu'il a fait chez France Info avec la radio, la télévision et le site d'info. Le Média Global pour France Culture, ça veut dire quoi? Alors le média global, qui est une des manières de dire les choses effectivement aujourd'hui, c'est en fait une démarche qui a été mise en place à France Culture il y a très longtemps. Vous avez raison de citer l'exemple de France Info, avec un exemple très particulier. Il n'y a pas encore une télé culturelle. Il n'y a pas encore une télé culturelle et rien ne dit qu'il n'y aura jamais d'ailleurs une télé culturelle au sens d'une télé live telle qu'elle se fait. Qu'elle se fait à France Info. C'est un projet. Ça prendra sans doute, d'ici, ça existe un jour, ça prendra des formes différentes, plutôt sans doute sur une forme d'écoute à la demande d'ailleurs, que d'une télévision en streaming. Vous allez faire des vidéos ? On n'est pas là du tout. On en fait déjà. Ouais. Alors, si je reprends la démarche, elle commence par la prise de conscience très tôt dans l'histoire de France Culture que le numérique n'était pas qu'une technologie, que très très vite ça allait devenir en fait une puissance éditoriale, une puissance d'innovation, de recréation de la manière et de faire de la radio et de continuer à proposer un rayonnement des programmes. Et évidemment, le fait majeur, et vous ne le dites pas, vous me laissez le dire, ça a été le podcast pour France Culture. On y vient là. Podcast dans lequel on s'est lancé il y a maintenant plusieurs années et qui représente aujourd'hui en gros 17 millions de podcasts par mois. C'est énorme, d'autant plus que ces podcasts, et ça a été une découverte, il faut quand même le dire, c'est qu'on s'est rendu compte que les podcasts sur France Culture, c'était d'abord les formats longs, d'abord les formats les plus exigeants, les plus ancrés sur la connaissance, et qui ne sont pas ancrés dans l'actualité, c'est pas du flux, c'est du stock. On peut réécouter une émission 6 mois après. Mais ce ne sont pas des cours non plus. C'est ça tout le talent de ce qui est produit aujourd'hui à France Culture, c'est de faire se rencontrer le monde dans toute sa diversité, dans toute la diversité de son actualité et les savoirs. Donc la philosophie, l'histoire nous servent aussi à comprendre le monde qui nous entoure. Je vais aller plus loin dans la définition du média global. Laurent Guimier a fait une association avec France Télévisions pour faire France Info, la chaîne. Et donc là, le média global, c'est à la fois les différents médias, et puis c'est un peu le rapprochement des différentes entités du service public audiovisuel. Est-ce qu'il y avait dans l'air le fait de faire un projet entre France Télévisions et Radio France sur une plateforme culturelle? Où est-ce que ça en est? Alors, en l'occurrence, là vous franchissez une étape trop vite. Parce que la première étape... En fait, c'est parce que... je dis ça parce que ça a été... c'est une des clés depuis 3 ans du succès de la présidence de Mathieu Gallet. C'est qu'en l'occurrence, il y a un travail très identitaire qui est fait au sein de chacune des chaînes sur son propre développement, sur sa propre invention de ce que sera le média global. Donc ça commence par
développer France Culture. France Culture étant une des chaînes qui s'y prête, comme nous l'avons dit. Donc aujourd'hui, ce qui se fait, ce sur quoi je travaille, c'est de mettre au cœur de l'avenir de France Culture ces programmes, des programmes qui créent de la radio, mais qui sont pensés maintenant en temps réel pour créer des podcasts, mais aussi des bouquets de podcasts thématiques, pour de la vidéo. Pour créer évidemment de la vidéo qui nous permet de la dissémination sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, France Culture sur Facebook, déjà aujourd'hui, et vous verrez encore plus en septembre, c'est pas simplement on prend des bouts de programme et on les poste, c'est pas ça du tout. C'est la réflexion d'identité éditoriale propre à chacune des antennes numériques, de la même façon qu'il y a une identité propre à notre antenne radio. Tout ça, ça s'appelle France Culture, sauf que les nouveaux publics, les nouveaux usages font qu'on mène une réflexion approfondie sur ce qu'il convient de faire sur chacune des opportunités qui s'ouvrent. Premier étage, deuxième étage, une plateforme avec France Télé. Sauf que le premier étage, c'est celui qui est en train de se constituer. Non, aujourd'hui, on ne travaille pas sur une plateforme avec France Télévisions, en tout cas moi pas. Les présidents de l'audiovisuel public, peut-être. Non, aujourd'hui, on travaille sur le développement de chacune des chaînes, et moi, en l'occurrence de celle que j'ai le plaisir de diriger. Cela dit, on commence déjà, évidemment, à penser des choses en commun qui peuvent passer par des projets ponctuels et où on peut imaginer tout à fait que les uns et les autres s'aident à faire en sorte de faire rayonner davantage encore la culture, les idées. Donc vous serez c'est une obligation de service public. C'est une obligation de service public. Non, mais non seulement on y est prêt, mais je pense même, vous êtes en avance. Qu'on est en avance, et deux, que France Culture est l'acteur central dans cet univers qui est le nôtre. On est l'acteur central en France de cette offre de service public. On s'y consacre à plein temps. On ne fait que ça. Exactement. Alors, on parlait des podcasts. Hein, vous dites 17 millions de podcasts par mois. On vit, et on en avait parlé avec Mathieu Gallet, une transition. Après l'Internet du texte, l'Internet de la vidéo, ça va être l'Internet de la voix, l'interface vocale, les assistants personnels. Est-ce que c'est une opportunité pour la radio ? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que on a de quoi être surpris. C'est-à-dire qu'on pouvait penser finalement que la voix et le son... C'était un peu vieillot, non ? Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, que d'une manière ou d'une autre, ça allait s'épuiser. En fait, on constate exactement le contraire. Et pourquoi est-ce qu'on constate le contraire ? C'est parce qu'en fait, on avait tout simplement oublié le paramètre de la mobilité. En fait, on est dans des sociétés extrêmement mouvantes, les gens se déplacent en permanence, ils se déplacent dans des moyens de transport qui d'ailleurs évolueront et vont faire aussi évoluer les usages de la radio, et on y travaille à Radio France. Qu'est-ce que ça voudra dire le jour où on écoutera la radio dans des voitures que l'on ne conduira plus. Voilà, ouais. Mais néanmoins, qu'est-ce qui est mieux adapté à un voyage en train, un voyage en avion qu'un podcast ? L'essor par exemple de la fiction audio, oui. C'est un très bon exemple. Ça pouvait paraître très vieux, ça. Ah, c'était les dramatiques. Nos grands-parents écoutaient des dramatiques parce qu'ils avaient beaucoup moins d'hypothèses de distraction et de plaisir le soir. En fait, ce que l'on constate, c'est que une fois que vous avez remodernisé ces dramatiques, que vous avez appris, grâce au cinéma aussi d'ailleurs, à écrire autrement, à faire évoluer les techniques et à la fois de prise de son et d'écriture, etc., etc., évidemment, vous êtes dans un TGV pendant 5 heures et vous pouvez écouter, comme nous l'avons fait. Ouais. On a adapté Millennium, on a fait Tintin à la radio. Il y a 15 jours, c'était l'adaptation du dernier roman de Fred Vargas. En fait, il n'y a rien de plus moderne. Et j'étais il n'y a pas longtemps aux États-Unis où l'on constate à quel point le son est en train aujourd'hui de devenir un vecteur de diffusion du plaisir et de la connaissance. La radio, il n'y a rien de plus moderne. Merci Sandrine Trener pour cette déclaration. On parlait de mobilité, mais dans les derniers chiffres que nous avons eus grâce aux dernières études sur janvier-mars 2017, il y a ces 17 millions de podcasts dont on parlait, mais on constate que pour une radio comme France Culture, l'écoute sur des supports digitaux représente aujourd'hui 16% de notre audience. Ce qui est supérieur à la moyenne qui est à peu près 12 à 13%. C'est ça. Sandrine Trener, merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Merci beaucoup.